Parce que ça, c'est quand même... on peut pas discuter. Un mot sur Sarkozy quand même, puisque c'était ça le point de départ. Oui. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, et je suis bien placé pour le savoir, parce que vous comme moi, nous connaissons une dame très âgée qui habite à Neuilly. Il y a toujours, si ce n'est plus, de dames âgées qui se font agresser à Neuilly quand elles font leur petite promenade. Mais maintenant, quand la plainte a été déposée, elles reçoivent une lettre très gentille de la mairie pour leur dire qu'on va faire ce qu'il fallait et qu'elles soient rassurées. Voilà. Donc il y a un progrès. Ils essayent de survivre jusqu'aux prochaines élections. Voilà. Ce qui est dramatique, et ça M. Sarkozy ne s'en occupe pas, c'est que la vie des Français, la vie des Français tous les jours est complètement chamboulée, que les vieilles personnes ne s'y retrouvent plus. Quand des jeunes Turcs rentrent dans une église à Hayange et qu'au moment de l'élévation, ils interrompent la messe pour faire un appel je ne sais quoi, quand dans une région de l'Est, le pape Père Fouettard, mais le gars qui remplace le Père Noël dans l'Est de la France, Saint-Nicolas, s'est fait agresser dans des quartiers par des jeunes bretons certainement. C'est ça le problème, c'est que notre pays est totalement en train de changer. Et justement aujourd'hui dans NH, dans le numéro qui vient de sortir, et la suite ce sera la semaine prochaine, j'ai fait une lettre ouverte à monsieur Jamel Debbouze. J'ai fait une longue lettre où je lui explique que je n'en veux pas à son pognon, parce que je lui dis que les gens du Front National se foutent pas mal qu'ils gagnent de l'argent, puisque l'argent, c'est l'argent du business, du showbiz et tout ça. Bon, si les gens lui donnent de l'argent, ils lui donnent de telles sommes, c'est certainement parce qu'ils leur en fait gagner encore plus. C'est l'acteur le mieux payé de France. Oui, mais enfin, c'est pas nous qui le payons et c'est pas l'argent du contribuable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gaspillage de l'argent du contribuable. Mais il dit que lorsqu'il y a eu le résultat des élections, sa mère pleurait en repassant ses chemises devant la télévision, parce qu'elle disait ça y est. D'abord, quand on est milliardaire, c'est assez dégueulasse de faire repasser ses chemises par moment. Avec la victoire de Le Pen, on va être obligé de retourner au pays. Alors je lui pose la question, enfin, si tous ces gens, vos amis, vos parents sont si malheureux, pourquoi pleurent-ils à l'idée qu'ils vont peut-être un jour être obligés de retourner au pays? Enfin, j'ai fait une longue lettre où je ne me suis pas énervé, où j'ai bien pesé mes mots, mais où je lui dis que je suis français sur une terre chrétienne et que je veux que cette terre reste chrétienne et que moi je n'oublierai jamais que la France était la fille aînée de l'Église. C'est tout un tas de choses que nos dirigeants ne leur disent pas, ne disent jamais rien à tous ces gens-là. Va un peu au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou en Arabie Saoudite, rentrer dans une mosquée au moment où l'imam va parler, tu te lèves et t'ouvres ta gueule, tu dis vive ceci ou vive cela, mais ils te tuent sur place, et ils auront raison. C'est nous qui sommes des imbéciles de permettre ce genre de choses. Mais si on permet ce genre de choses, c'est parce qu'on s'aperçoit quand même, sans attaquer l'Église. Nous sommes des chrétiens, nous sommes de l'Église de France, mais cette Église de France travaille pour l'étranger, c'est sûr et certain. Ils ont quand même en avant et toujours à la bouche la préférence étrangère. Enfin, que des gens aillent s'installer dans la basilique Saint-Denis, qui est un des hauts lieux de la royauté française, qui est un des symboles de la France, sans que les curés les foutent à la porte à coups de fric, eh ben, c'est quand même quelque chose, il y a quelque chose qui ne va plus dans notre pays. Et ça n'est ni du racisme, ni de l'antisémitisme, ni de la xénophobie. Ça devrait être une réaction normale de gens normaux. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont totalement anormaux. D'ailleurs, je voulais faire un papier, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que je fais une petite brochure dont je vous parlerai tout à l'heure, où je voulais écrire en titre, c'était « Nous sommes vraiment gouvernés par de gros nuls ». Ce sont de gros nuls. Et j'ai vu que mon ami... le patron de Français d'abord, Martial Bild, avait pris un titre à peu près identique. Mais le Français de base, qui croit en son pays, qui croit en la démocratie, puisqu'on ne peut pas ne pas croire en la démocratie, c'est criminel. Bon, quand il voit un ministre qui dit une chose le matin, un autre qui dit le contraire l'après-midi, le même ministre, le même qui 2 jours après dira encore autre chose, mais ces imbéciles sont complètement maqués par les trotskistes, ils sont complètement infiltrés, tous les services de l'État sont infiltrés par les trotskistes.
Parce que ça ne peut pas se passer autrement. Comment y a-t-il autant de choses qui ne vont pas dans le pays? Nous sommes quand même un pays riche, nous sommes un pays qui peut être respecté s'il veut se faire respecter sur la planète. Nous ne le sommes pas parce qu'on se conduit comme des chiens, comme des imbéciles. Je voyais encore l'autre jour un colloque là, payé par la France, tout se passait en anglais. Mais ça veut dire quoi tout ça? Mais nous sommes des gens calmes, hein, et nous sommes obligés d'être calmes, parce que dès que tu élèves la voix, même dans nos rangs, oh, monsieur Hollande, mais faut pas vous énerver, mais je ne m'énerve pas, monsieur, mais je m'énerve pas, madame, je constate, et le jour où je ne constaterai plus, ben je rejoindrai le troupeau des veaux. Hein, vous pensez qu'il n'y en a pas assez des veaux? Tout le monde dit amen, hein, tout le monde, enfin pas amen dans le bon sens, mon père. Hein. Ils sont pas assez dévots, justement. Cela dit, ça m'inquiète pour Jamal qu'il ait peur de retourner au pays, puisqu'il est l'ami intissime de Mohamed VI. Alors je ne comprends pas qu'il ait peur de retourner au pays et que sa mère ait la trouille. Il se passe pas 15 jours sans qu'il soit pas reçu au palais. Alors je comprends pas. Vous lirez justement la lettre où je lui dis que nous ici, on veut être géré comme le roi du Maroc qui gère son pays. Parce qu'au Maroc, on ne peut pas être embauché si on n'est pas marocain. Et les demandes d'emploi, hein. Et la nationalité marocaine, c'est pas ça. Les propositions d'emploi, c'est ouvert uniquement aux Marocains. Ils te disent Marocains pour tel et tel poste. Mais c'est la même chose dans le monde entier. Mais dans le monde entier. Il n'y a qu'en France que règne la préférence étrangère. Oui, alors comment faire venir des gens qui, au bout de 6 mois, ne foutent rien? On est bien obligé d'en faire venir d'autres pour les remplacer. Hein, puisque le gars qui vient ici comme maçon ou comme menuisier ou comme terrassier, bon, au bout de 3 mois, il s'aperçoit que c'est pas la peine qu'il aille au boulot, qu'il se casse la tête, puisque à ne rien foutre, il gagnera autant qu'à travailler. Alors on m'a expliqué le fait en Alsace et autres. Hein, les Turcs montent des sociétés. Ils montent des sociétés, puisqu'ils ont le droit. Hein. En plus, ils achètent tout un tas de choses avec l'argent du gouvernement turc. Ils ont des prêts à 0%. Des prêts à 0%. C'est des dons, là. Hein? Oui, non, qui remboursent, mais sans intérêt, oui. Sans intérêt. Donc, ils achètent des boîtes, ils embauchent du personnel, hein, très bien payé, à des salaires corrects. Ils savent combien de temps il faut payer ces gens-là à des salaires corrects. Ils connaissent tout. Hein. Et puis, le jour voulu, ils font faillite ou ils ferment et ils mettent tout le monde à la lourde. Et les gens sont payés, d'après les lois françaises, au salaire artificiel qu'ils avaient. Mais enfin, on est gouverné par qui? Nous sommes gouvernés par qui? Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous voulons bien que ça arrive. Le peuple en a marre, mais les dirigeants savent tout ça. Monsieur Sarkozy, il sait ça. Monsieur Chirac, il sait ça. Ah, j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure dans Le Monde là, les notes de bouffe de la famille Chirac à la mairie de Paris. Enfin, mais c'est proprement honteux, proprement scandaleux. Surtout que la tête de veau, ça coûte pas si cher que ça, quand même. Oui, mais enfin, il y en a pour des millions. Oui. Et les maîtres d'hôtel et tout ça disaient, mais on gonflait. Le cuisinier vient de dire que c'était de l'argent volé. Il a dit, c'est des fausses factures qui servaient à payer les travaux dans les maisons de M. Chirac et madame. C'est pour ça que les jeunes... Pas avec des pièces jaunes. Alors moi, j'ai volé le sac à la vieille. Ils oublient de dire que la vieille en question, elle est tombée, elle s'est cassée la rotule ou elle s'est cassée la... J'ai volé le sac à laver, il y avait 100 balles dedans, alors on va me mettre trop, alors que les autres... Mais c'est sûr et certain. Il y en a encore dans banlieue qui parlent comme ça? Oui. Non, pas comme ça. Enfin... Ils disent pas ça. C'est pas cette façon-là. C'est sûr et certain. Comme moi, je disais l'autre jour avec un gars là, qui ne m'a pas lâché pendant des heures. Au début de la discussion, je trouvais qu'il n'était pas inintéressant. Mais après, il m'a dit, mon enfin, monsieur Hollande, mais pourquoi vous parlez tout le temps, vous allez à droite, à gauche, parlez tout le temps, mais pourquoi vous ne dites pas qu'on va tous les chasser? Mais j'ai dit, monsieur, je ne dis pas qu'on va tous les chasser, parce qu'on ne va pas les chasser. Voilà. Alors, c'est plus facile de dire on va les chasser, et puis continuer à se conduire comme des chiens. Mais alors, comment on peut faire? Eh bien, dès demain matin, en vous levant, vous saurez qu'il faut être fier d'être français et qu'il faut se conduire comme un Français et se faire respecter.
c'est plus difficile que de gueuler, on va tous les foutre à la porte. Mais on ne les foutra pas tous à la porte. Voilà, c'est trop tard et c'est fini. Alors si demain le Front National, Le Pen et tous nos amis ont une partie du manche dans ce pays, il est bien sûr que nous changerons des choses. Mais la première chose à faire qu'eux ne font pas, nous fermerons les frontières. Une fois que nous aurons fermé les frontières, on pourra peut-être réfléchir à ceux qui sont là. Faut pas les fermer dans les deux sens, Non, mais ne plaisantons pas. C'est pas une plaisanterie. Non, mais ne plaisantons pas sur ces choses parce que les gens écoutent et les gens posent constamment ce genre de questions. Et dans la lettre ouverte à M. Debbouze, il dit « Tant que vous traiterez les jeunes de banlieue comme des merdes, ils se conduiront comme des merdes. » J'emploie ce mot parce que c'est lui qui l'écrit dans Libération. Il l'écrit dans Libération. Et moi, je lui réponds, eh bien, Monsieur Debbouze, si jamais un jour la droite nationale et le Front National avaient dans ce pays les pouvoirs qui lui reviennent de droit et qu'elles géraient le pays, eh bien, vos amis ne seraient plus considérés comme des merdes parce que ou ils ne seraient pas là, ou ils seraient obligés de s'intégrer et de respecter nos lois. Voilà la réalité des faits. Parce que là, devant une radio, on peut, à la rigueur, dire beaucoup de choses, mais devant les gens, et devant les gens qui parlent. Et si on se veut responsable politiquement, on ne peut pas balancer n'importe quoi et on ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, je vais descendre dans le Midi pour parler devant les Pieds Noirs avec des caves, avec le 24 janvier. Le 24 janvier et tout. Bon, eh bien, je parle sans papier, ça ne me fait pas peur, mais je pense à l'avance à ce que je vais dire. Et je ne dirai rien pour faire plaisir aux gens. Je crois que nous ne sommes plus à l'époque où on peut faire plaisir aux électeurs pour qu'ils votent pour nous. Je crois qu'il faut dire aux électeurs la vérité. Et si notre vérité ne perce pas, eh bien c'est que notre pays est foutu. Parce que la vérité, c'est qu'il va falloir se conduire comme des grands, comme des hommes, comme des Français, et être respectés. Et moi, je regrette que les Arabes, ils respectent les gens qui sont respectables. S'ils disent que la France, ça ne vaut pas un clou, c'est parce que la France fait en sorte que dans leurs yeux et dans leur tête et dans leur cœur, elle ne va être pas un clou. Mais ça n'est pas vrai. Parce que les Arabes, quels qu'ils soient, eh bien, ils respectent les gens qui se respectent eux-mêmes. Si les moines en Algérie là n'avaient pas été plus ou moins des collabos, ils ne les auraient pas flingués. Voilà ce que je pense. Et c'est grave ce que je dis. Mais je suis prêt à aller m'en expliquer devant n'importe quel tribunal. Lorsque j'étais député, je leur ai dit un jour à la tribune de l'Assemblée nationale, vous ne connaissez rien à l'âme arabe. Vous parlez des musulmans, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien de l'islam. Parce que tout ça, on ne vous l'a pas appris à l'ENA et ailleurs. Moi, je me suis occupé de jeunes en Algérie. Quand j'ai été blessé, je suis resté civil en Algérie. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais moi, je parle de choses que j'ai faites. Je parle de choses que j'ai réalisées. Avec ma sœur, avec mon sang, avec mon fric. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Eh bien, je leur ai dit, les gosses que j'avais une troupe scout, 150 éléments, 98% de petits musulmans, 1% de petits juifs, 1% de petits français. Et moi, le catholique, je faisais en sorte qu'ils respectent leur religion, parce que je n'étais pas là pour les convertir, je ne suis pas curé, et c'était aux missionnaires, c'était aux curés d'essayer de les convertir. Moi, les parents me les confiaient, je faisais en sorte qu'ils soient des bons musulmans, et qu'ils respectent et qu'ils aiment la France. J'avais 300 jeunes, 300 autres jeunes, 300 plus 150 ou 180, ça fait un paquet. 98% de jeunes musulmans, au prorata de la population, je répète, 1% de petits juifs, 1% de petits français. Eh bien, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, quand j'avais un problème avec un petit juif, je l'appelais, une bonne engueulade, j'avais la paix pendant 6 mois. Quand j'avais un problème avec un des petits chrétiens, je l'appelais une bonne engueulade, j'avais la paix pendant 6 mois. Si j'avais un problème avec un petit musulman, bien je l'appelais, je l'aimais autant que le petit chrétien ou que le petit juif. Je ne faisais aucune différence, parce que c'était des gosses gentils qui n'ont rien à voir avec les gosses des banlieues d'aujourd'hui. Eh bien, ce petit arabe, s'il savait qu'il méritait un grand coup de pied dans le cul, et que je ne le lui donne pas, je n'étais pas un type gentil, j'étais un con. Voilà.
Eh bien, le jour où nos hommes politiques auront compris ça, eh bien, ils ne diront pas, mais Hollande, Le Pen et compagnie, ils pensent que les Arabes ne marchent qu'à coups de trick. Ça n'est pas vrai. Ils ne marchent pas qu'à coups de trick. Mais ils respectent les gens qui se font respecter. Je vais raconter une histoire que j'ai apprise tout récemment. On a une amie qui connaît une mère musulmane qui n'arrivait pas à gérer son petit garçon. Et elle a essayé de le mettre dans diverses écoles et ça marchait pas. Et finalement, elle a eu l'idée assez saugrenue de le mettre dans une école juive. Elle est allée voir le directeur de l'école juive qui a dit « Oui, moi je veux bien prendre cet enfant, après tout on est une école sous contrat, il n'y a pas de raison. » Et donc ce petit arabe, ils sont deux petits arabes musulmans dans une école juive à Paris. Et donc sa mère lui a demandé comment ça se passe. Et les gens lui disent mais comment ça se passe, comment tu es traité? Et il a dit c'est très très bien parce qu'on travaille, parce que les professeurs ils sont drôlement sévères. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que c'est évident, mais c'est pas simplement parce que c'est un petit musulman, un petit arabe ou dans une école juive, c'est tout simplement que des gosses, enfin ça je pense que le père Aouarch pourrait nous en dire long, que les enfants ils ont besoin de se sentir tenus, se sentir guidés, et de se sentir soutenus, et puis de savoir ce qu'ils affrontent, et quand ils affrontent quelqu'un, si ça répond ou si ça répond pas. Et ce gosse, qui était intenable ailleurs, dans cette école, il est impeccable, il se tient très bien, parce qu'il a l'impression qu'il a une autorité. C'est pas des copains, c'est des profs. Voilà. Alors que dans les écoles, on voit maintenant les profs qui viennent pleurer en disant ils m'ont secoué les puces, ils m'ont giflé, ils m'ont battu. Mais c'est eux qui, après 68, leur ont dit appelle-moi Popol, appelle-moi Émile, appelle-moi Jules, on est copains. Non, on peut pas avoir des relations comme ça. Je dois dire que la différence de ce qui se passe en France métropolitaine aujourd'hui, parce que l'Algérie, c'était la France à l'époque où on se battait pour qu'elle reste française, les parents me faisaient entièrement confiance. Et je n'ai jamais eu aucun problème quand je filais une paire de tartes à un gosse qui avait fait la connerie suprême. Le père venait, me disait « Tu as raison, tu as raison ». Alors que maintenant, aujourd'hui, quand un professeur élève la voix, les parents viennent lui casser la tête à la sortie. Et je suis content qu'ici, et surtout en présence du père qui s'occupe de jeunes, on puisse parler de ce problème, parce que le problème de notre pays, de la France, aujourd'hui, c'est ça. Où nous réglons ce problème, avec tant d'autres problèmes encore à régler, mais où nous réglons celui-là, où ce pays va mourir, notre pays va mourir. Parce que c'est pas, quand on vient dire, mais ils sont pas intégrés. Moi, je disais tout à l'heure que si nous on avait le manche, ils seraient intégrés. Mais les autres, ils veulent les intégrer à quoi? À quoi? S'il n'y a plus d'honneur, s'il n'y a plus de patrie, s'il n'y a plus de respect, les intégrer à quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Là, je voyais avec cet accident de montagne à Saint-Cyr. Je connaissais bien Saint-Cyr, j'y suis allé pas mal de fois il y a des années. Bon... Et je n'y suis pas retourné toutes ces dernières années depuis que la France est en pleine chute libre. Mais je me demande ce qu'on peut leur donner comme sens du devoir et comme sens du combat. Alors il y aurait que les gens qui font Saint-Cyr ou ces grandes écoles et qui seraient aptes demain à donner leur vie pour la patrie. Parce que il y a 3 ans, je voyais un reportage à Polytechnique où le gars qui présentait, qui était assez militariste, pour une fois le gars de la télé qui disait alors c'est l'honneur, la patrie et tout ça, et la fille qui était la première de la promotion, major de promotion, une fille, une belle gosse, l'honneur, la patrie, tout ça, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est le job qu'on va pouvoir avoir avec le diplôme que l'on a à la sortie d'ici. Et ça m'avait choqué. Voilà, j'en suis encore là. Moi. Je suis un pauvre malheureux que ce genre de choses choquent. Nous avons quand même eu la possibilité, étant député, d'être dans cette Assemblée nationale dont beaucoup de gens rêvent d'y rentrer. Bon, eh bien moi je peux dire que pendant les mois et les années que nous avons passées, les 2 années et quelques que nous avons passées à l'Assemblée nationale, tous les discours que j'ai entendus dans la bouche de tous ces messieurs, ça aurait pu être à l'Assemblée grecque, à l'Assemblée allemande, à l'Assemblée, n'importe quelle autre assemblée, c'était une assemblée nationale. Il n'y avait rien de national dans tout ce qu'on entendait. Et comment peut-on gérer un pays sans le gérer nationalement et en espérant quoi?
En espérant quoi? Nous emmenons notre jeunesse vers quoi? Un steak supplémentaire, un peu plus de bouffe, hein? On leur garantira que la drogue sera surveillée par les toubis qui viendront à l'œil voir que dans les rafles parties, on leur vend pas de la merde, qu'on leur vend de la bonne drogue. Alors là, attention, hein? Il s'agit pas de vendre à nos jeunes de la drogue frelatée. Non mais on rêve ou quoi? On rêve. Hein, c'est pour ça que je fais le 9 mai. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation à notre ami de venir ce soir. Parce que le 9 mai, hein, eh bien, il y a janvier. Nous sommes le 15 janvier. Février, mars, avril. Il y a 4 mois pour préparer le 9 mai. Et le 9 mai, c'est la fin de la guerre d'Indochine. Les 50 ans de la fin de la guerre d'Indochine et les 50 ans de la chute de Dien Bien Phu. Mais moi je dis que ces gars qui sont tombés là-bas, ils ne sont pas tombés pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je ne demande pas aux gens de venir goguenards. Là, il y aura à bouffer, il y aura de la viande, il y aura le méchoui, mais il y aura la manifestation de l'après-midi dans le parc du château. Et il ne s'agira pas d'y venir en blue jean ou en dégueulasse. Je veux en faire une manifestation de l'honneur, du souvenir. Parce qu'enfin, merde, tous ces types y croyaient. Et ils sont tombés pour quelque chose. Ils n'ont rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir avec les gens qui nous gouvernent. Nous sommes un autre monde. Et moi, qui les représente au même titre que des milliers de survivants qui les représentons, eh bien, nous ne voulons pas qu'ils soient mélangés à cette racaille. Ils n'ont rien à voir avec cette racaille. Alors les gens pourront pas dire qu'ils avaient un rendez-vous avec leur belle-mère, ils avaient un truc en province, ils avaient prévu un bal avec les copains de l'école le 9 mai, hein, le dimanche 9 mai. Si on ne fait pas 4 ou 5 000 personnes au château, eh bien, il n'y a plus qu'à raccrocher. Moi, je raccrocherai. 4 mois à l'avance, je leur dis, venez, on va saluer, 50 ans après, ceux qui sont morts, et tous ceux qui sont morts depuis, en Algérie, entre autres. Mais il y en a marre de tout ça, il y en a marre des fantaisistes, il y en a marre des gens qui disent, oh mais c'est à 200 kilomètres. Hein, des voitures, il y en a en vente partout. Les voitures, elles ont un volant, 4 roues et l'essence, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas rationnée. Il faut 1h30 pour monter au château, 1h30 pour monter en Sologne. Et moi, comme je ne suis pas qu'à moitié fou, que je le suis complètement, eh bien j'ai fait le monument aux morts. Il existe. Il est là, dans le pré, face au grand large, face à la plaine, à tous les soldats de l'armée française trahis de toute race et de toute religion, trahis par ceux qui les ont envoyés au combat. Eh bien voilà, c'est ça que je crois, moi. C'est en ça que je crois. Et je ferai appel à ceux qui croient en cela. Ceux qui ne croient pas cela ne peuvent pas dire qu'ils vont sauver la France. Ça n'est pas vrai. Ils resteront le cul devant leur télé. Quand je vais, par exemple, dans les grandes surfaces à côté du château, là-bas, que je vois les mémères qui sortent avec un chariot de bouffe où il y a tout là-dedans, et le pépère avec ses 50 litres ou ses 30 litres de marnia ou de vin pourri, ben j'ai dit, ces gens-là, entre le pinard et le frigo qui est plein, eh bien, les Arabes peuvent prendre le pouvoir en France, ils en ont rien à foutre, ils sont foutus, c'est foutu. Et moi, je me bats pour que tout ça ne soit pas foutu. Moi, je crois à la France. Je crois en notre pays. Et quand je dis moi, je parle pour nous. Je parle pour les gens qui se battent. Moi, je ne sais pas si je serai élu demain. Je me suis jamais battu pour être élu. Je le serai certainement. Mais si je ne suis pas élu, ça ne m'empêchera pas de continuer le combat. Ce qui m'importe, c'est de sauver ce qui peut être sauvé. Et si je suis avec Le Pen, c'est pour ça, et pas pour autre chose. Il y a quelques années, nous avons fait un tintouin incroyable. On a été cassé la gueule aux acteurs, à l'Odéon, parce qu'ils jouaient les paravents. C'était une pièce insultante envers l'armée française. Eh bien, c'est reparti. Ils reprennent les paravents. Et puis c'est M. Dick Rivers qui aurait mieux fait d'aller se coucher, qui fait le rôle du lieutenant. Le lieutenant de l'armée française à qui un légionnaire pète au nez en disant, tiens, avant de crever, sent encore un peu l'odeur du pays. C'est ça, les paravents. Et c'est là qu'on a été leur péter la gueule, qu'on a tout foutu en l'air. Bien, est-ce qu'il faudra le refaire? Je pense qu'on le refera. Je pense qu'on le refera. Ne serait-ce que pour dire à tous ces gens-là qu'il y en a marre. Qu'il y en a marre. Et Le Pen a entièrement raison quand il disait à Madame Delvas, on en a marre. Et c'est ça. Et je crois que de plus en plus de Français en ont marre.
Voilà ce que je voulais dire ce soir, et je te remercie de m'avoir permis de le dire. Je te remercie, Roger, d'être venu le dire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre façon de témoigner qu'on en a marre, c'est pour ceux qui aiment ça, de voter dans le bon trou. Et même pour les autres. Et même pour les autres. Cette fois-ci, je pense que s'il n'y a pas un bon shot, là, mais je crois qu'est-ce qui disait ça? Votez dur, votez mou, mais votez dans le trou. Merci, Roger. Et puis, on reparlera du 9 mai et bien sûr, dans cette émission, on soutiendra cette initiative à laquelle nous serons présents. Bien que assez casanier, j'évite de sortir du périphérique parce que... si ton émission veut faire une émission en partant du château ce jour-là... Ça, techniquement, ça me paraît relever de l'onirisme. Mais en tout cas, la présence réelle de Serge de Beketch, il s'y est engagé en public, là, devant plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Il pourra plus dédire. La présence réelle, on aura tout entendu dans cette émission. On n'aura pas l'occasion de reparler de la réunion à laquelle vous faisiez allusion tous les deux tout à l'heure. Alors je précise que c'est une réunion organisée par le Cercle national des rapatriés, 690 avenue de Vaugrennier, à Villeneuve-Loubet, 06, c'est les Alpes-Maritimes. Donc le samedi 24 janvier, de 9h à 18h30, toute une journée du souvenir, donc des rapatriés, avec Jean-Jacques Suzini, Pierre Descaves, Roger Hollande, Michel Jiménez et Jean-Marie Le Pen, invité d'honneur. Entrée 5 €. Enchaînons, mon cher Serge, je suis arrivé en bas de ma petite annonce. C'est gentil d'être allé jusqu'en bas, mon cher Patrick Goffman, pendant que le père Argouèche s'en va, alors sans avoir parlé. Sans avoir parlé. Mais il va revenir. Vinnie Vermeuling. Oui, présent. Vous avez la parole, cher camarade. Alors, moi je vous ai demandé, je t'ai demandé, parce qu'on se tutoie depuis tellement longtemps qu'on va pas faire semblant. Je t'ai demandé de venir ce soir parce que, étant un utilisateur d'Internet, je reçois, mais il n'y a pas que les utilisateurs d'Internet qui le reçoivent, je reçois un texte d'information que tu envoies à ceux qui soutiennent ton action et qui s'appelle SOS Maman, journal de bord. Je dois dire que... Non, pas de mort. De bord, non, j'ai bien dit de bord. Et pas de bord, l'inventeur de la Société du spectacle. Journal de bord. Et je dois dire que j'ai lu beaucoup de choses dans ma vie, qui commence à être longue. Et des choses émouvantes, des choses passionnantes, des choses troublantes, intéressantes. Mais là, ce document, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors... je lis depuis le début et je me dis c'est pas possible que ça tombe comme ça dans le vide et que ça ne donne pas lieu à une publication ou publication régulière ou un livre, je ne sais pas. Il faudra réfléchir à ça. Mais avant de réfléchir à ça, j'aimerais que tu nous expliques, Vinnie, ce que c'est que ce journal de bord de SOS Maman. Oui, c'est chaque soir, quand il se passe des choses, on les marque. Et ça, depuis le 15 août l'an dernier, parce qu'il y a tellement d'événements que sur 75 mamans qu'on a aidées entre-temps... Alors, tu pars un peu en aval, là. Oui. Je crois qu'il faudrait que tu expliques d'abord... Non, tu parles bien dans le micro, mais que tu expliques d'abord ce que c'est que SOS Maman, oui. Et ensuite, pourquoi tu as fait ce journal de bord. Bon, SOS Maman, c'est simplement une œuvre à l'intérieur de l'UNEC pour aider les mamans en risque immédiat d'avortement. Alors, on avait fait des tracts, on avait fait des réunions, on a fait des manifestations dans la rue, et finalement, il y a une femme, je crois, je vous l'ai déjà dit ici, qui nous a dit, mais vous avez déjà parlé, vous avez déjà aidé une femme qui est devant cette terrible chose qui s'appelle, avec le petit nom IVG, mais qui est l'avortement. Et nous n'avons pas pu répondre, nous sommes rentrés en nous et on a dit, cette femme, elle a raison. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si l'on lève sa voix en public contre l'avortement, il faut tout d'abord agir contre l'avortement. Et ça veut dire aider ces pauvres femmes et jeunes filles, de plus en plus des jeunes filles, des lycéennes, oui, des filles jusqu'à 13 ans, 12 ans. Les moins jeunes qu'on avait, c'est 2 filles de 12 ans qui ont déjà accouché entre-temps des merveilleux bébés. Alors, ce n'est pas un thème entre d'autres, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'évêque Burke qui l'a dit la semaine dernière dans le diocèse de La Crosse en Wisconsin en USA. Il a écrit une lettre officielle à tous les membres de son diocèse. Ceci est le thème le plus fondamental, le thème de la vie. L'avortement, c'est le thème de décision pour toutes les élections. Et là-dessus, il a excommunié tous les élus
qui officiellement signent ou votent pour l'avortement. Alors, il a dit, il y en avait surtout 3. Je les ai invités, ils sont pas venus. Je leur ai dit, c'est une chose essentielle, il faut changer d'avis. Ils ont dit, oh, c'est un thème entre d'autres, il y a quand même beaucoup d'autres thèmes importants. Et là-dessus, il a écrit dans cette lettre, non, il se trompe. C'est le thème des thèmes. Sans la vie, il n'y a rien autre. Et sans le oui à la vie, il n'y a que la mort. Donc, je ordonne tous mes prêtres, dès qu'un de ces élus connus, soit municipaux, soit enfin de région, tout ce qu'il y a là-bas, s'approche du banc de communion, vous refuserez la communion. Serge, je ne peux pas s'étonner, une parenthèse, que l'évêque de La Crosse ait autant d'autorité. Vous le connaissez ou non? Non, mais je sais que l'évêque, l'insigne de l'évêque, oui, c'est vrai, c'est la crosse. La crosse. C'est le beau nom français, la crosse. Du bon vieux temps, c'est un peu au nord de Chicago, vous voyez. Bon, alors, mais il n'est pas connu en Europe. Il était plusieurs fois à Gricigliano, pour ceux à qui ça dit quelque chose, l'Institut de Christ Roi. Bon, n'importe. Nous, à l'UNEC, on a dit, bon, on va s'attaquer à la chose la plus importante. Alors, la première année, on a ramé. La deuxième année, on a eu 2 contacts, 2 femmes qu'on a aidées, mais c'était formidable parce que l'une était martiniquaise, elle nous a trouvé 5 autres mamans, et l'autre, c'est notre Isabelle, et elle nous a fait entre-temps trouver 40 autres mamans. Oui, donc c'était pas... Alors quand tu dis 40 autres mamans, c'est 40 autres jeunes femmes qui étaient sur le point de recourir à l'avortement, et qui, parce qu'elles ont trouvé une aide non seulement amicale, spirituelle, mais une aide financière, ont renoncé à ça. Oui, et ont enfin, nous, on s'approche même pas en moralisant, on ne dit pas il faut pas faire ça, etc. Non, écoutez, regardez là, une fille, par exemple Myriam, je donne un exemple tout récent. Myriam se trouve dans la rue, repoussée par sa famille, son copain, parce qu'on parle même plus de mariage dans tous ces contextes-là, son copain, quand il a entendu qu'elle est enceinte, il l'a quitté, il est parti au service militaire, bon, absent, et la famille l'a chassé dans la rue. On l'a trouvé à 2h la nuit, avenue de Clichy. Bon, il fallait tout de suite trouver une solution, la loger, et finalement, on l'a logée déjà chez nous, c'est-à-dire chez Isabelle, la première nuit, deuxième nuit dans un logement, et finalement, elle est retournée quand même chez ses parents, mais ça s'est très bien passé. Et il y a 2 semaines, on a eu un coup de téléphone, et ça c'est le cas le plus grave qu'on a jamais vécu. Je suis dans une clinique d'avortement de Paris, telle clinique, je suis au 2e étage, sortez-moi de là, mon père m'a forcé ici, ils m'ont déjà donné les premiers médicaments pour les RU 486, pour préparation, arrivé par le sous-sol, parce qu'ils vous rattrapent au rez-de-chaussée. Et on est arrivé à 2h la nuit par le sous-sol. On a mis le manteau sur elle, notre manteau. Enfin, j'étais pas moi-même là. C'était une majeure ou une mineure? C'était 17 ans. 17 ans. Et on l'a sorti de là et tout de suite chez un médecin, un médecin ami, qui lui a fait tout cracher ce qu'elle avait dans le ventre. Vous voyez un peu, hein? Elle a dit, sortez-moi de là. Et ensuite, on l'a mis dans le train le lendemain matin, tout de suite à la Côte d'Azur, parce que c'était, je dis pas la ville, parce que naturellement, le père furieux, il la cherchait. D'accord? Mais vous voyez un peu, comme... alors, il n'y a pas à moraliser, il y a à aider. Vous comprenez? Alors, une fille qui veut avorter, elle est souvent plus contre l'avortement que nous. Mais il faut voir les situations. Comment, par exemple, une mineure, comment veut-elle payer les examens? Comment veut-elle payer les prises de sang? L'échographie, 53 € par exemple. Consultation, 25 €. Prise de sang, analyse de sang, 40 €. Tout ça, c'est nécessaire pour une grossesse. Mais elle n'a rien, cette fille-là. Elle n'a que la sécurité sociale des parents. Les parents sont contre. Ils veulent qu'elle avorte. Alors, aujourd'hui, on se trouve en France dans cette situation qu'une mineure dont les parents veulent qu'elle avorte, elle n'a aucun choix. Elle doit tout payer de sa poche. C'est même la seule personne en France... Si elle ne veut pas se faire avorter. Voilà. En revanche, si elle accepte, tout est gratuit. Si elle accepte, tout roule tout seul, n'est-ce pas? Il y a même un numéro spécial, Sécurité sociale. Je l'ai, ce numéro. Je l'ai trouvé au Val d'Oise. Ça commence par 02, etc. C'est un numéro pour toutes les filles qui, contre l'avis de leurs parents, veulent avorter. Tout est pris en charge. 0.
Mais la fille qui veut garder la vie, qui veut garder son bébé contre la vie de tout le monde, il faut qu'elle paye tout. C'est même la seule personne en France qui paye l'échographie. C'est quand même un monde. Et ça s'appelle le libre choix. Alors donc nous, on est beaucoup moins confrontés à persuader les filles que c'est mauvais, etc. Non, il faut aider. Vous savez, un billet de 20 €, ça prouve que vous voulez aider. Et si vous rajoutez encore 10 tickets resto, elle dit, là, j'ai un bon contact. Et le lendemain, on en reparle et on voit les problèmes. Parfois, ça va très très loin. Parfois, nous suivons une maman pendant 5 ans. Nous avons commencé il y a 7 ans. Il y a Patricia qu'on a aujourd'hui encore dans un de nos studios à Paris pour lequel on paye quand même chaque mois 2500 francs location. Hein. Donc vous voyez un peu la somme, ce que ça fait sur 5 ans. Hein. Ça fait une somme énorme. Mais là, on a sauvé les 2 enfants qu'elle a accouchés, qu'on a amenés jusqu'au baptême. Donc c'était une très 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 belle histoire. Mais je veux vous parler encore d'un autre cas très concret, c'était Svetlana. Je crois que j'ai commencé à en parler en novembre. C'était donc une prostituée russe, et ça fait 2 ans qu'on pense à ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos 500 filles russes sur les boulevards Maréchaux de Paris, hein? C'est quand même pas une affaire de police. Excusez-moi, elles sont 300 000 en Europe, pas seulement russes, hein, mais voilà. des esclaves déportés de l'Est dans des conditions de violence et d'oppression inimaginables. Voilà. C'est-à-dire qu'on en tue régulièrement une devant les autres pour que les autres continuent à aller vendre leur cul au profit de ces macros. Elles sont 300 000 esclaves déportés de l'Est en Europe de l'Ouest. Vous dites bien esclaves, parce qu'on leur enlève le passeport à l'aéroport, le soir, tout est fouillé, leur sac à main, il faut tout sortir. Tu te souviens, pardon, je t'interromps, parce que tu te souviens de ce reportage qui est paru dans Paris Match, oui, où on voit les photographies des macros qui, quand les flics viennent vérifier l'identité des filles et demander les papiers des filles, les Macs qui sont dans leur voiture sortent avec des sacs en plastique dans lesquels il y a les passeports qui sont confisqués aux filles et les présentent aux flics. Ouais, c'est une complicité objective de la police avec les macros de ces filles. Mais c'est absolument terrifiant. C'est pour ça que quand Zébulon vient faire son guignol à la télévision en racontant qu'il pense à devenir président de la République quand il se rase le matin devant sa glace, il ferait mieux de s'occuper de ces problèmes-là plutôt que de venir nous emmerder avec son avenir dont on n'a strictement rien à foutre. C'est quand même honteux qu'un ministre de l'Intérieur dans un pays libre comme la France accepte que ces flics couvrent des macros qui sont des assassins, comme le dit Patrick, qui sont des gars qui tuent effectivement les prostituées devant les autres pour impressionner et pour les forcer à rester esclaves. Et le ministre de l'Intérieur le sait, puisque ces flics les contrôlent les papiers qui sont détenus par ces types-là. Mais ce qui est hallucinant, c'est que la prostitution est autorisée en France. Ce qui est lourdement condamné en principe, tant qu'on n'a pas un Sarko le terrible aux manettes, c'est précisément le proxénétisme. Et là, un grand journal Paris Match photographie des proxénètes qui se proclament et qui prouvent leur qualité de proxénète aux flics en sortant les papiers des filles, et les flics regardent les papiers et tout ça reprend son cours. Non, mais je vous donne rendre les papiers. C'est parce qu'ils ont reçu ordre de rendre les papiers. Bien sûr, c'est pas les flics qui sont en cause. Les flics qui font leur boulot. Ils font ce qu'on leur dit. Je vous donne une preuve. Par Svetlana, on a su pas mal de choses. Hein. Bon. Ce sont des Géorgiens et des Albanais, surtout. Ils sont à 80 mètres de leur fille, n'est-ce pas? Parfois, il y en a 5 Géorgiens sur une fille. Et ce qu'elle ramène, c'est eux qui le bouffent, c'est eux qui mangent là-dessus, qui font la fête avec ça. D'accord? Et Svetlana en était une. Et elle a dit, surtout vous arrêtez pas en voiture en voulant donner des cartes visite, etc. Ils sont à 80 mètres, ils prennent votre plaque d'immatriculation en photo. Et si je disparais ce soir-là, ils savent c'est une de ces 5 bagnoles qui s'est arrêtée. Et croyez-moi, ils trouvent les adresses. Comment? Je vous laisse deviner. Parce que c'est quand même pas dans le bottin. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, la pauvre Svetlana? Ils ont quand même trouvé notre carte de visite dans la chaussure de Svetlana. Bon, il n'y a pas l'adresse de SOS Maman, mais il y a quand même un numéro AX06 portable, et puis il y a le prénom de notre assistante. Bon, alors, ils l'ont pris, ils l'ont tabassé, et elle nous a téléphoné aussi de l'hôpital de venir la voir et de tumifier, etc. Donc on a payé tout ça, on l'a sorti, et c'était là vraiment la sortie du système. Et on a dit maintenant il faut que tu téléphones à plus personne, même pas à tes meilleures copines là-dedans. Il faut une rupture totale, parce que ça c'est quand même des gens qui ont à gauche un Kalachnikov et à droite un couteau.
Et c'est ce qu'elle a fait. Et on a eu un ami chauffeur de taxi qui l'a amené en Bourgogne, 300 km plus loin, boum. Mais les Géorgiens, enfin, tous les noms que je dis ce soir sont faux, hein. Donc, si je dis Géorgiens, c'est peut-être des Albanais, d'accord? Bon, alors les Géorgiens, des gentils Tchétchènes. On les a trouvés dans la rue, ils ont assailli une jeune fille noire, là, qui distribuait des feuilles pour les témoins de Jéhovah. Et ils ont dit, vous connaissez SOS Maman, mais... Et elle tombait les nues, elle avait rien à faire. Mais nous, on l'a entendu, donc ils nous cherchent. Vous voyez, ça. Alors, je vous dis, ils ont la Kalachnikov et ils ont le couteau. C'est leur méthode. Et ils ont peut-être aussi un peu de flic.